Et ça a été un flou artistique, et notamment l'histoire de la corde cassée. À savoir qu'on venait de dire que lorsque comment dirais-je, le serveur cassait une corde, ben, tant pis pour lui. Et que quand c'était le relanceur qui cassait une corde, le serveur avait droit à 2 balles. Vous voyez ? Parce qu'il n'était pas responsable. Potier joue contre Roger Vasselin. Et on connaissait plus ou moins la règle. En tout cas, Duget de Bernonville la connaissait. Et donc il se passe qu'effectivement, sur la 2e balle, Potier casse une corde. Bon, la 2e balle. Et donc, sur la 1re balle qui était faute, Potier casse une corde. Et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien. Et Roger Vasselin s'apprête à servir, ce qui dans son esprit était la 1re balle, ce qui était la règle. Mais comme l'arbitre n'avait rien dit, dans l'esprit de Potier, c'était la 2e balle. Et il fait, naturellement, la balle est faute. Alors, Duget de Bernonville dit 2e service. Et Potier dit non, vous n'avez rien dit, par conséquent, c'est double faute. Discussion, et en fin de compte, Potier sort du cours. Et je suis allé prendre, effectivement, Jérôme Potier par l'oreille, en disant, écoute Jérôme, on est là pour jouer au tennis, on n'est pas là pour discuter, etc. Tu retournes sur le cours et tu joues. Donc voilà l'histoire de ce match. Et je m'en souviens, c'était le national. National de 82. Voilà, et c'était retransmis à la télé. Peut-être. Ah oui, ça avait fait du bruit cette histoire, tu sais. Ah oui, d'accord. Ah ben il y a des histoires qui ont fait du bruit. Il y a eu l'histoire du match Bedel-Fibac. Raconte-moi ça. Le fameux match Bedel-Fibac, arbitré par André Van der Poel. Ah tiens donc. Tu te souviens d'André Van der Poel? Bien sûr. Tu ne te rappelles pas cette histoire? Ben, raconte-la. À savoir que Bedel c'était l'idole de la foule de Roland Garros. Ah, c'était encore un beau mec, ça. Il était beau, il était jeune, c'était un espoir du tennis français. En plus, c'était un intellectuel. Je veux dire, pas la Dominique, il était une année joueur de tennis, une année pharmacien. Donc les gens aimaient beaucoup ça. Et donc il joue contre le Fibac, qui devait être dans les 15 premiers mondiaux à l'époque. Bref, Dominique n'était pas favori. Match en 5-7 sur le central. Et j'ai probablement fait une erreur de ce que toi tu appellerais le casting. Une erreur de casting en désignant André Van der Poel, qui n'avait peut-être pas le niveau qu'il fallait pour arbitrer une partie difficile, dans la mesure où il y avait un Français. Toujours est-il que Dominique gagne le premier set. Il mène 6-5 au second. Balle de 2-7-0. Passing de Bedel. Bon, donc on ne saura jamais ce qu'il était. Comme arbitre de ligne, il y avait Michel Andrieux, dont tu te souviens. Et Van der Poel n'a pas vu la balle. Il n'a pas vu non plus ce que faisait Andrieux. Il a simplement vu la foule de la tribune D, qui projette en quelque sorte sur le terrain la balle, et qui donc la voit bonne. Et donc, qui applaudit à tout rompre. D'autant qu'à l'époque, c'était l'arbitre de chaise qui pianotait, qui mettait le score. Donc il pianote le score, point pour Bedel, 2-7-0, 7-5 Bedel. 2-7-0. Et à ce moment-là, Fibac se retourne et voit Andrieux, l'arbitre, qui fait signe que la balle est faute, que le passing est faute. Van der Poel complètement déboussolé, complètement dépassé, ne sachant que faire, etc. J'étais à proximité, je m'approche et je finis par lui dire, il ne savait pas quoi annoncer. Il avait déjà pianoté 2-7-0, il ne savait pas quoi annoncer. Et je lui dis, André, as-tu vu la balle? Il me dit non, non, j'ai rien vu, pas du tout. Je dis, écoute, dans ces conditions, il faut que tu t'en tiennes. Parce que si tu veux, le public avait tellement applaudi à tout rompre très vite que personne n'avait entendu Andrieux annoncer que la balle était faute. Mais il avait gardé son bras. Et je lui dis, André, ça fait point pour Fibac. Tu n'as aucune raison de revenir là-dessus, c'est point pour Fibac. Donc il annonce égalité. On a continué. Fibac a gagné le jeu. Ça a fait 6 partout. On a joué le tie-break. Le tie-break, ça a été une boucherie. Je veux dire par là que le public hurlait sur tous les points. Quand une balle de Fibac était 1 mètre à l'intérieur, les gens hurlaient faute. Le public hurlait faute. Finalement, Fibac a gagné le jeu, a gagné le tie-break et a gagné le match.
mes relations avec Dominique Bedel ont été moyennes pendant un certain temps. Maintenant, tout va bien. Mais surtout, ça a été le dernier match qui est arbitré André Van der Poel, qui a fait une dépression à l'issue de ce match et on ne l'a plus revu. On l'a plus revu sur une chaise. Ça, c'est un match qui avait fait parler le Bedel-Fibac. J'en parle parfois avec Wojtek, que je vois régulièrement à Monaco. Ah oui, d'accord, d'accord. Il vit à quel endroit, lui? Oh, je crois qu'il vit un peu partout. Un peu partout. Il avait un appartement à Paris. Il avait cette particularité, Wojtek, c'est que quand il jouait, je le programmais souvent sur le central, et il me disait, tu ne me cherches pas. Parce que nous nous arrangions pour aller sur le central ou sur le 1, accompagner les joueurs. Souvent, je me chargeais du central, Bernard Parion se chargeait du 1, et j'allais chercher les joueurs au vestiaire. Et Wojtek me disait, tu ne me cherches pas. J'ai mon appartement au coin de Roland-Garros, et je suis à la télévision le match qui précède, donc je vais directement sur le central. C'était la particularité de Wojtek Fibac. Ah ben en effet, oui. Voilà. Vas-y, raconte-moi alors. Donc... Je vais simplement te dire que désormais, Guillermo Vilas vit le plus clair de son temps à Monte-Carlo. Guillermo Vilas, qui va avoir 65 ans l'été prochain, a épousé, il y a 12 ou 13 ans, une jeune Thaïlandaise qui a 31 ans de moins que lui. J'ai vu ça. Bon. Et qui lui a donné 3 filles, dont une joue, semble-t-il, pas trop mal au tennis, puis 2 plus jeunes. Et elle attend un héritier pour dans quelques jours maintenant. Donc il va être père pour la 4e fois à 65 ans, Guillermo Vilas. Après avoir connu l'idylle que tu sais avec Caroline de Monaco. Avec Caroline de Monaco. Et donc je me suis dit, dans le fond, peut-être que Guillermo accepterait d'être le parrain de notre tournoi de jeunes du Stade français du mois de juillet. J'en ai parlé à Jacques Laurent, qui est directeur du tournoi, qui lui est allé plus loin, en me disant, mais dis donc, j'ai aussi entendu dire que le fils de Borg jouait au tennis. Et pas mal, puisqu'il a, semble-t-il, passé un tour, probablement dans les qualifs, aux Petits As, à Tarbes. Ce serait peut-être pas mal qu'on organise, mais je crois qu'on en est loin, qu'on organise au Stade français, début juillet, un match entre Borg et Vilas, quitte à donner une wildcard à la fille de l'un et au fils de l'autre. Alors nous en sommes là. J'ai donné à Jacques Laurent les coordonnées de Guillermo Vilas, mais... Alors cela dit, renseignement pris, la fille de Vilas, dont il dit grand bien, elle bat tout le monde en Argentine, mais apparemment elle joue plutôt 15-4 que 4-6e. Mais enfin, nous verrons bien. Quel âge a-t-elle? 13 ans, 13-14 ans. D'accord. Ça peut évoluer, ça, tu sais, oui. Le tennis. Ce serait amusant, parce que si tu veux, d'une manière non officielle, parce que le mix, ça ne fait pas partie des épreuves de jeunes, il y a des doubles garçons et des doubles filles, mais ce serait amusant d'avoir un double avec mademoiselle Vilas et monsieur Borg. Ah oui, ah oui, parce que... Voilà ma petite histoire de Vilas. En 1972, j'étais allé à Rome. C'est-à-dire que l'ATP n'existait pas en 1972. L'ATP était dans les limbes, l'ATP était en train de se créer. C'était pas, ça n'a pas été créé par un milliardaire, là, je sais pas quoi, texan? Non, ça c'est plutôt, tu penses plutôt à la WCT, à la... oui, tu as raison. Bon, alors là, si tu veux, les responsables de ce que j'appellerais le syndicat des joueurs à l'époque, c'était Stan Smith et Andrés Gimeno. Et Philippe Chatrier m'avait dit, va donc à Rome et essaye de discuter avec Smith et Gimeno la liste des joueurs qu'on va accepter dans le tableau final de Roland-Garros. On a été là, il n'y avait pas de règles, si tu veux, à l'époque. Et j'avais donc rencontré là-bas Guillermo Vilas, qui n'avait pas 20 ans. Maintenant, à 20 ans, on est presque vétéran. À l'époque, on était juniors à 20 ans. Hein, personne ne nous connaissait. J'ai sympathisé avec Guillermo, et je lui ai dit, écoute Guillermo, si tu ne vas pas en finale à Rome, tu viens jouer un tournoi à Paris, car j'avais monté à Jean-Bouin un pré-Roland-Garros, et j'avais de très bons joueurs. Et j'avais dit à Guillermo, si tu n'es pas en finale, tu viens. Il était venu, il avait perdu contre un joueur rhodésien qui s'appelait Pattison. Alors je lui ai rappelé ce souvenir quand on s'est vu à Monaco, parce qu'il s'entraîne tous les jours, il joue tous les jours. Il joue encore? Ouais, il joue tous les jours. Mais alors, il a toujours un bras gauche qui est 2 fois plus c'est fou, hein. Plus grand que le droit. Mais enfin, il ne joue plus 5 heures. Hein. On se souvient de Guillermo Vilas s'entraînant 5 heures par jour. Maintenant, c'est 2 heures. Enfin, tu te souviens du fameux match contre Villander-Vilas? Je me souviens du fameux Villander-Vilas 82, 4h42. Oh là 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 là. Je me souviens de pas mal de matchs de Vilas. Je me souviens aussi d'un match de Vilas
contre un joueur qui avait gagné Wimbledon Junior. Je me rappelle une année, nous avions un problème de, comment dirais-je, de choix de cours pour tel ou tel match. Et il y avait le même jour, Guillermo Villa jouant contre Billy Martin, Oui. qui était un joueur américain, gagnant de Roland Garros, de Wimbledon Junior, et son copain Ricardo Cano, jouant contre Patrick Proisy. Et on s'était dit, quel match va-t-on mettre sur le central? Ça remonte à un bout de temps, il n'y avait pas de cours numéro 1. C'était le central ou un cours à la campagne. Et on s'était dit, on avait fini par se dire, ce en quoi on s'était trompé, Villas va mettre une branlée à Martine. Pour une fois qu'on est encore un Français en course, mettons-le sur le central. Et on avait mis Proisy Cano sur le central, qui avait été une authentique purge. C'était en kikinant au possible ce match Proisy Cano. Et pendant ce temps-là, Villas était en train de ferrailler sur le cours numéro 9 contre Billy Martin. Il a été mis 4-1 au 5e, il a gagné 6-4 au 5e, et donc ça a été une de mes nombreuses erreurs de programmation. Je vais me parler avec Guillermo. Voilà, allez, on en revient à ça.